Cette semaine, dans le balado, on assiste à une nouvelle forme d'art visuel par la mutilation du corps. Et l'arrivée d'une étrange babysitter va changer la vie d'un couple qui est un peu sur le neutre. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Pat! Ça va? Ça va! Bon, alors, comme vous pouvez constater, ma voix va beaucoup mieux cette semaine. Prend du mieux, c'est vrai. Ouais, alors, boosté au pastilles et à l'eau et du sel, et ça a très bien fonctionné. Voilà. Je suis comme un peu saturé de films cette semaine, mais oui. J'ai quand même apprécié ce que j'ai vu, là, mais on a pris de l'avance sur d'autres visionnements et d'autres trucs comme ça. Il faut dire qu'à Québec, il y avait un congrès un peu spécial sur l'industrie des distributeurs du cinéma. Donc, on a eu quand même le loisir canadien. Oui, c'est ça. Mais pour les films américains. Donc, les films qui vont prendre l'affiche pour le restant de l'année 2022. Donc, on a eu quand même droit à quelques avant-premières qui étaient fort agréables à assister. Donc, ça a été pour nous une grosse semaine de projection de films. De déplacement et de projection. Mais on n'a pas à se plaindre quand même. Et voilà. C'est quand même agréable de jaser et voir des films pendant notre journée. Voilà. Actualité qui est tombée à peu près 1 heure après l'enregistrement. C'est souvent le cas, on le mentionne de temps en temps. Souvent, on enregistre des fois le jeudi ou vendredi matin, puis c'est immanquable qu'il y a toujours une grosse nouvelle ou une bande-annonce. C'est ça. Mais là, c'est quand même le décès d'un comédien qui, sans être une grosse vedette, a quand même fait quelques films assez marquants pour certains. Ben, c'est un décès aussi assez surprenant, là, à 67 ans, pour Ray Liotta, qui est comme connu pour pas mal de films de mafia plus récemment. Qui avait été connu surtout Goodfellas et Showless Joe Jackson aussi dans Field of Dreams, qui était... J'ai regardé un peu sa filmographie là, suite à l'annonce de son décès. Puis c'était quand même dans ses premiers films. Je pensais qu'il était déjà un peu établi parce que c'est un acteur qui a commencé sa carrière à comme 35 ans, je pense à peu près 35-36 ans. Fait qu'il n'a pas débuté à 20 ans là, comme plusieurs. Non, puis comme tu l'as dit, il a fait quand même une entrée assez remarquable là, en 89 avec Field of Dreams et surtout 90 avec Goodfellas là, quand même qui a marqué beaucoup l'imaginaire du cinéma américain. Le film a été un grand succès et quand même son rôle était très flamboyant aussi. Donc, une mort subite quand même, qui était en tournage, si je ne me trompe pas. Je sais pas. Ouais, ça se pourrait, là, vu qu'il n'était pas visiblement pas atteint d'aucune maladie. Donc, c'est ça, je me rappelle plus dans quelle ville, mais finalement, ils ont découvert son corps le lendemain dans son lit d'hôtel là, parce qu'il répondait pas à l'appel. Là. Donc, aïe. Ouais, c'est quand même toujours assez étrange ces morts-là. Ouais. Tu te couches, puis tu te réveilles pas, puis les gens te reverront plus jamais. Là. C'est assez étrange. Ouais. Bon. Et sinon, passons avec Festival de Cannes, parce qu'évidemment, aussi, les gagnants ont été annoncés peu de temps après notre la fin de semaine dernière. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, qui a remporté la convoitée Palme d'Or? Bien, c'est Ruben Östlund, le Suédois, il me semble. Ouais, pas mal sûr. Pour Triangle of Sadness. Et c'est un double palmé, si on peut dire. En tout cas, un double lauréat. C'est sa 2e Palme d'Or. Lui qui l'avait remporté pour The Square en 2017. Que j'ai pas vu. Moi j'ai bien aimé. Là. C'est quand même... spécial comme format de film et tout, là, ça se passe dans une galerie d'art et tout. Je dois avouer que Triangle of Sadness, je sais pas de quoi ça parle vraiment, j'ai pas cherché vraiment. C'est aussi lui qui était derrière Force Majeure, qui s'appelait Tourist, plus le titre international là, en 2014 aussi, qui avait déjà fait parler de lui beaucoup. Fait que Entracte Film au Québec n'ont pas pris de temps pour annoncer que c'est eux qui ont les droits du film. La date de sortie est inconnue pour le moment, là, mais ça va être... prochainement. Disons, d'après moi, dans la fin de 2022. C'est juste mon guess personnel. Là. D'habitude, un film de Palme d'Or, t'essaies de le passer avant le Cannes suivant. Là. Ouais. Dans la prochaine année. Il y a, j'ai noté aussi, il y a Broker, parce que c'était dans le même communiqué, que c'est encore Entracte Film qui ont les droits. Ça, c'est un film de Hirokazu Koreeda. Et c'est Song Kang-ho qui a remporté le prix du meilleur acteur pour ce film-là. Et c'est lui qui est dans pas mal tous les films de Bong Joon-ho. Là. Il était le père de famille dans Parasite. Avant ça, il était dans The Oz, dans Snowpiercer. Aussi, pour les fans de films d'horreur, là, dans Thirst de Park Chan-wook, là, qui était le prêtre vampire.
Fait que c'est un très bon acteur et donc ça s'annonce un film très intéressant. Je pense que c'est plus sur le milieu, justement, broker là, des monde financier. Exactement, ouais. Très bien. Ben, moi, de mon côté, je ne sais pas si tu avais vu la nouvelle passer, mais George Miller a enclenché le tournage de son préquel à Mad Max. Donc Furiosa. OK. Ouais. Centré évidemment sur le personnage joué par Charlize Theron dans le film. Cette fois-ci, sera joué par Anya Taylor-Joy, donc qui incarne le personnage là, un peu plus jeune. Chris Hemsworth est également au générique. Ah, OK. Donc, on n'en sait pas plus, évidemment, sur l'histoire. Je pense que ça va être une orgie visuelle comme Mad Max Fury Road l'était. Je pense qu'on peut s'attendre à ça. Et pas de date de sortie encore, mais j'imagine que ça va être quelque part en 2023, peut-être même 2024, là, tout dépendant des normes post-production qui va avoir lieu. Parce que si on se fie au succès du précédent, qui était sorti au mois de mai, je pense qu'ils vont encore vouloir le sortir l'été, ce film-là. Fait que s'il n'est pas prêt pour dans un an, ce qui serait quand même assez serré. Là. S'il tourne là, toute la post-production, il faut que ce soit vraiment rapide. Fait que ça se pourrait que ce soit plus été 2024, j'ai l'impression. Sais-tu où est-ce qu'il tourne? En Australie. OK. Ouais. Donc, à suivre. Sinon, pour les amateurs de Star Wars, la fin de semaine dernière, c'était le Star Wars Celebration Anaheim. Évidemment, grosse convention sur l'univers de George Lucas. Donc, on a quand même profité pour dévoiler la première image officielle du prochain Indiana Jones. Indiana Jones 5 qui prendra d'assaut les écrans le 30 juin 2023, donc dans un an. Bon, une image assez cryptique, là, parce qu'on voit juste Indiana Jones à l'intérieur d'une caverne, une grotte sur un pont là, en bois. Là, donc, encore là, éclairé de manière très sombre. Alors, évidemment, l'histoire est gardée top secret. On n'arrive même pas à voir qu'il y a à peu près 82 ans. Non, mais c'est ça. Y a-tu passé 80? Je me souviens plus. Je pense ou 70. Pas, mais il est 78, je pense, là, dans ce coin-là. Là. Et donc, qui arrive, c'est pas déjà fait. Là. Mais comme tu dis, effectivement, c'est un plan assez éloigné. Non? Donc, c'est pas un gros plan sur le visage. Mais des rumeurs qu'on va probablement le voir un peu... rajeuni digitalement là, parce qu'il y avait des photos de tournage, on le voyait avec des picots un peu partout sur son visage, sur son costume. Donc, technologie généralement utilisée là, pour rajeunir les comédiens. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout au niveau cascade puis ces choses-là, à quel point tout va être des doublures ou qu'est-ce qu'il va avoir fait. Ça a l'air qu'il en fait encore une bonne partie. Là. Il est encore très en forme, évidemment, pour son âge. Là. On l'a vu dans le film de Jack London, là, du roman sur les loups. Là. Le nom m'échappe. Oui, OK. L'appel des loups, c'est ça? L'appel de la forêt. L'appel de la forêt, Call of the Wild, c'est ça. Donc, alors, tout ce qu'on espère, c'est que ce nouveau Indiana Jones sera meilleur que le précédent. Et à noter quand même que c'est pas Spielberg qui réalise, il est producteur, mais c'est James Mangold quand même qui réalise. Donc, c'est une bonne augure, ça. Logan, entre autres. Donc, un cinéaste quand même assez intéressant. Et on a annoncé au moins le prochain film de Star Wars, mais on n'en sait encore évidemment pas grand-chose, mais que c'est celui de Taika Waititi qui avait déjà coulé la nouvelle, comme quoi qu'il travaillait sur un projet Star Wars. Donc, ce sera lui le prochain film. On parle de probablement décembre 2023, donc entre deux Avatars. Ouais, c'est ça. Alors, on va le placer là. Je pensais que la pause Star Wars pour Disney serait un petit peu plus longue que ça. Oui, effectivement. Mais écoute. Là, ils vont dans les histoires autour, là, les spin-offs et tout. Là, on va laisser faire les Skywalker un peu. Oui, tout à fait. Je pense que là, on va vraiment explorer d'autres avenues de l'univers et ça risque d'être quand même un film assez particulier ou singulier. Si Taika Waititi met vraiment son style à lui dans cet univers-là. Donc, j'ai bien hâte de voir le résultat. Ouais, un peu comment il va faire pour faire pareil mais différent, là, un peu, là. Pas que ça a l'air. Faut pas qu'il tombe non plus dans sa recette d'un peu coco banane, puis c'est Thor, mais avec des sables laser, là. C'est pas ça qu'on veut non plus. Là. Alors, c'est un peu le tour de l'actu. T'avais-tu d'autres choses, toi, de ton côté? Non, on peut aller aux bandes annonces. Ouais, semaine assez tranquille, encore une fois. Ouais, plusieurs nouvelles de plateformes et de séries télé, mais plus tranquille pour les films du grand écran. Cela dit, deux annonces de films qui vont sortir à l'automne. Un qui est bien singulier, Les 12 travaux d'Imelda, de M. Villeneuve, mais pas Denis, son frère, c'est Martin, c'est ça? Oui, c'est ça.
Fait que juste un petit 45 secondes. Est-ce que c'est lui qui incarne c'est ça comme qui incarne sa grand-mère, en fait. C'est vraiment inspiré d'elle parce que ça a l'air qu'il imitait depuis qu'il était enfant. Alors, il a fait, dans le fond, 3 courts-métrages avec ce personnage-là. Et donc, là, réussi à en faire un long. C'est ça, je pense que ça va être comme un peu les plein de petits chapitres, un peu à la 12 travaux, là. Puis avec quand même un gros casting. Ça m'échappe, mais je me souviens qu'il y avait Antoine Bertrand, Michel Barrette. Robert Lepage, Ginette Renault, qui eux jouaient déjà dans les autres courts-métrages. Okay. En fait, Martin Villeneuve, de ce que je comprends, c'est quand même quelqu'un qui gravite dans le show business ou dans le cinéma québécois depuis très longtemps. Donc, il y a quand même énormément beaucoup de contacts. Donc, je pense qu'il a joui de ça parce que ça reste un film quand même à très petit budget. Mais si vous aimez ce genre d'humour-là assez singulier, ça pourrait être puis sur un petit 40 secondes comme ça, ça pique encore plus la curiosité. Là, je pense une comédie assez unique un peu. Mais vous pouvez toujours trouver les courts-métrages sur le web là, qui sont comme devenus cultes quand même. Il a gagné des prix avec surtout le premier. Alors... à voir cet automne. Je vais regarder ça. L'autre film, The Menu, qui est le prochain film un peu d'horreur ou suspense d'horreur, suspense très étrange de la Fox Searchlight, que j'aime beaucoup, toujours les produits qu'ils font. Là, c'est quand même la branche prestigieuse, si on veut, de Fox que Disney plus adulte. A gardé. Et c'était une bande-annonce qu'on a vue comme en primeur justement cette semaine. Puis là, elle est apparue sur les réseaux sociaux. Elle est donc publique. Ça met surtout une belle distribution à l'honneur à Anya Taylor-Joy, qu'on vient de nommer, mais Nicolas Hoult, qui font un couple, et Ralph Fiennes, qui est un espèce de chef cuisinier assez excentrique, qui a l'air d'avoir presque une secte. Puis là, c'est des espèces de foodies qui vont sur un endroit très reclus, puis qui à manger des affaires impossibles un peu, puis là, ils ont l'air de se retrouver peut-être un peu prisonniers de cet endroit-là. Ça cache un secret, assurément. Est-ce que c'est dans la bouffe qu'ils consomment? Ça va être à voir, mais ça reste un film vraiment intriguant. Et c'est une proposition assez originale, fait que je suis très curieux de voir. Il n'y a pas de date calée comme telle, mais je pense que c'est cet automne pour du côté de Menu. Pour un thriller culinaire. Voilà. Ça va être un nouveau genre, peut-être. On peut s'attaquer aux nouveautés de la semaine. On avait parlé la semaine dernière. C'est un des films qu'on attendait. Babysitter de Monia Chokri. Elle qui nous avait présenté La femme de mon frère il y a quelques années, mais qui est aussi une comédienne autant au Québec qu'en France. On a au générique Monia Chokri, Patrick Yvon, Nadia Tereshkevich et Steve Laplante. C'est un scénario de Catherine Léger qui a adapté sa propre pièce de théâtre, dans le fond Babysitter. Synopsis, comment je dirais ça? On rencontre d'abord Cédric, le personnage de Patrick Yvon, qui commet comme une bévue en public. Il va comme embrasser une journaliste sur la joue pour témoigner qu'il aime son travail et tout, une genre de journaliste sportive. Puis, là où il travaille, chez Ingénierie Québec, un clin d'œil à la Hydro-Québec un peu, ou quelque chose comme ça. Là, ils vont dire, là, c'est inadmissible, c'est comme c'est une agression, c'est une micro-agression. Fait que là, ils vont le congédier. Il va être suspendu. Et de ce fait, son frère, qui est joué par Steve Laplante, va dire, là, il faut que tu écrives une lettre d'excuse. Non, il faut que tu écrives un livre d'excuses au nom de tous les hommes pour toutes les femmes. Fait que ça, c'est un peu la dynamique qu'il y a là-dedans. Sa femme, jouée par Monia Chokri, vient d'avoir son premier enfant. Donc, les deux ensemble. Mais elle est un peu perdue dans tout ça. Elle cherche qui elle est un peu fantomatique dans la maison. Et surtout que ça a l'air un bébé très dur. Oui, le cycle de sommeil est très fragile et tout. Elle pleure tout le temps, donc elle ne dort pas. Elle a l'air d'un zombie dans le film. Tout à fait. Et fait que là, pour s'aider, ils vont engager une jeune babysitter qui est jouée par Nadia Tereshkevich, qui est une Française ou Belge-Française, je pense. Puis, qui, elle, va venir, disons, avoir des relations différentes avec chacun des 3 autres personnages qui va comme teinter cet univers-là. C'est un film qui a très comique, humour noir, un peu quand même satirique, une super belle folie esthétique. Puis l'enjeu principal se retrouve donc à être un peu la misogynie, mais en fait surtout les relations de pouvoir et de domination. C'est vraiment ça que
que Monia prétend être au cœur du récit, et c'est vrai. Et bien d'accord avec ce que tu dis. Et c'est pas l'histoire, la prémisse comme telle peut sembler un peu étrange ou banale, mais la force du film réside, écoute, dans la réalisation complètement délirante de Monia Chokri. Je sais pas d'où elle est sortie ça en elle, mais ça se compare rarement avec quelque chose qu'on a vu. Il y a un humour très décalé, avec un jeu très survolté, mais ça fit, c'est intéressant à voir. Donc, boudez pas ce plaisir-là. Si vous aimez vraiment là, des comédies satiriques, un humour noir, original, c'est vraiment un film à découvrir. Ouais, puis on dirait que des fois, pour avoir vu plusieurs comédies qu'on dit ça, satiriques, comédies noires, sur plus françaises, des fois je trouve qu'il y a des gros temps morts dans les films, entre les répliques, c'est comme on laisse planer le malaise, des choses comme ça. Là, on n'est pas tant sur le malaise, on est juste sur... Tu sais, c'est très onirique, comme elle dit, c'est quasiment une forme de conte, fait qu'on sait pas exactement dans la temporalité, on est quand. Pas dans le récit, mais genre, c'est-tu récent? Ça se passe dans les années 80? C'est pas clair. Des couleurs super brillantes. Elle dit ça a été beaucoup inspiré du style giallo italien, là. Fait que autant dans le visuel que le film va aller beaucoup déconstruire des petits codes de suspense, un petit peu d'horreur, mais le film n'est pas de l'horreur, c'est juste qu'on voit quelques clichés dans la manière de filmer des fois. Il n'y a pas de jump scare ou quoi que ce soit, là. Mais fait que c'est vraiment aussi une belle lettre d'amour au cinéma en général, de permettre un peu d'être juste off, juste à côté de la track très standard, dans le fond. Fait que c'est facilement accessible. Comme tu dis, c'est de ne pas bouder son plaisir. C'est vraiment une belle œuvre, très bien jouée. Qui porte à réflexion aussi, mais sans être lourdeau, philosophique. Il y a un petit côté, tu sais, je ne dis pas dans le mauvais sens, mais un peu de théâtre d'été, parce que c'est très punché, il y a de très bonnes répliques qui sont très drôles, mais comme tu dis, il y a quand même un sous-texte intéressant aussi derrière tout ça. Et moi, j'ai vraiment apprécié aussi Nadia Tereskewicz, qu'on ne connaissait pas ici ou très peu, mais elle crève l'écran, elle a vraiment un charisme, et elle... Je sais pas, on dirait ce qu'elle projette cadre très bien dans cette folie-là. Elle a un drôle d'air et vraiment une belle découverte, honnêtement, comme comédienne. Tout à fait. Puis, c'est ça, j'avais lu que Monia, c'est quand elle a vu la pièce qu'elle a dit « faut que j'adapte ça, c'est fantastique », fait que c'est là qu'elle a commencé à travailler avec Catherine. Puis, il y a beaucoup d'effets... dans le film, à mener, il y a une espèce de jeu de chant contre chant avec une réflexion dans un genre de miroir, des choses comme ça. Puis ça, c'est des effets qui ont été faits sur le tournage. C'est pas au montage que ça a été ajouté, c'est en mettant des genres de prismes ou des lentilles focales spéciales devant la caméra. Elle expliquait qu'elle puis sa directrice photo aimait beaucoup jouer avec, là, finalement, mais mettre du scotch tape pour mettre du flou, des choses comme ça. Tasser là, une espèce de fond de verre transparent, plein de trucs comme ça, fait que c'est vraiment fascinant. Et d'ailleurs, comme sur certaines sorties québécoises, on va avoir un épisode spécial sur Babysitter, où on a eu la chance de s'entretenir avec Monia, mais également Steve Laplante, que ça devrait être en ligne probablement lundi, fait que ça vous laisse le week-end déjà, pour le premier week-end, pour aller voir le film. On a évité quand même les divulgateurs dans la discussion, là, mais allez voir le film avant, je pense que vous allez plus apprécier. Ouais. En même temps, c'est pas un film à grand punch non plus, là, donc vous pouvez très bien écouter cet épisode-là et en connaître un petit peu plus derrière les coulisses de la production. C'est une Babysitter, vraiment un petit bijou de film québécois à voir. D'ailleurs, restons chez nous, mais c'est assez rare quand même qu'on tourne au Québec des films en anglais. De surcroît avec des vedettes internationales quand même. Donc, Coda Life in Music. With Music. Ou Coda La vie en musique, donc, en français. De Claude Lalonde, premier film, mais il avait quand même fait quelques scénarios assez de films assez forts et populaires. Donc, Les Trois Petits Cochons, entre autres, et 10 et demi aussi de Pods. Qu'est-ce que nous raconte Coda? Coda, on suit un célèbre pianiste, disons vieillissant, qui est vraiment là, il y a des gros problèmes de trac soudainement. On
on comprend donc qu'il a déjà eu une énorme carrière, mais que là, il vient de recommencer à jouer, puis il est paralysé là, à l'idée de jouer un peu devant le public, surtout depuis la mort de son épouse. Et il va retrouver tranquillement confiance en lui grâce au contact qu'il a avec une jeune journaliste et critique musicale avec laquelle il va développer une amitié. Et dans le récit, c'est teinté de scènes qui sont dans une autre temporalité, puis qu'on va essayer de découvrir un peu qu'est-ce qui l'a mené, si on veut, à son traumatisme. C'est surtout une superstar, comme tu dis, qui joue ce pianiste. C'est Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, dis-je. Et c'est Katie Holmes qui tient le rôle de la jeune critique, et Giancarlo Esposito, qu'on connaît beaucoup pour Breaking Bad, qui était le chimiste là, que son front, c'était un magasin de poulet, un restaurant de poulet frit, qui lui joue l'agent de Patrick Stewart. Fait que c'est d'abord un excellent casting pour Stewart, là. Ça, c'est comme parfait. Lui-même a dit beaucoup en entrevue qu'il s'est vu dans ce rôle-là. C'est juste que lui, c'est du côté du jeu, de l'acting, mais c'est un peu le même pendant, hormis toute la mortalité, là. Mais qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire ça de quelqu'un qui est en réflexion sur la vie, où il est, les gens qu'il a croisés, etc. Et c'est un scénario de Louis Godbout aussi, que maintenant a écrit Mon Foster, Les Tricheurs, qui va sortir cet été, puis même une révision. Sauf que c'est un film qui a été tourné avant la pandémie. Ça a peut-être tardé un peu le montage, la mise... le tournage a eu lieu en 2017. Oui, exactement, il y a c'est 5 ans. Fait que je pense qu'il devait sortir 2019. Pandémie est arrivée, est arrivé 2020, mais en tout cas, je sais pas pourquoi, il était un petit peu lent à mettre en marché. Puis là, ça a juste encore plus ajouté, là. C'est sûr, ça apparaît pas dans le film, là. Il n'y a pas eu de changement technologique majeur ou autre chose. Fait que, le thème général, c'est plus un drame, là, qu'on va suivre la vie de cette personne-là, ou cette portion de sa vie maintenant, là, arrivée peut-être dans la 80aine, 70aine. Donc, si vous aimez les films avec une certaine zénitude, parce que quand même, on se dira un film qui est assez lent, qui prend son temps, explorer les personnages. Ce que j'ai beaucoup apprécié, évidemment, la musique classique est au cœur aussi du récit. Donc, beaucoup d'extraits de pièces moins connues aussi. On évite les clichés de souvent les mêmes 3-4 morceaux qui reviennent souvent dans ce genre de film. C'est des morceaux, des tunes, c'est des morceaux classiques connus, mais juste en dessous de ce qui va jouer dans des bandes annonces de blockbuster, mettons. C'est ça. C'est pas Fur Elise et je sais pas trop quelle autre pièce, mais bof. Donc voilà. Et c'était un gros coup, tu disais, pour Patrick Stewart. J'avais lu en entrevue, Claude Lalonde disait que c'est son producteur, Nicolas Como, qui lui avait des contacts à Los Angeles. Et donc, réussi à faire circuler le scénario là-bas, et ça s'est retrouvé entre les mains de Stewart, qui a tout de suite été très intéressé de jouer ce rôle-là. Et d'ailleurs, il disait que ça faisait une belle petite pause des films plus gros budget américains, là, qui dit qu'ils sont très payants, mais pour un comédien, des fois, c'est très frustrant. Parce qu'il dit des fois, on attend 4-5 heures pour tourner 10 secondes de film. Alors que là, je pense qu'il pouvait vraiment prendre son temps pour jouer de longues scènes, parce que les plans aussi sont souvent très longs. J'ai remarqué ça dans Coda, là, donc on prend vraiment le temps de planter la caméra. Les scènes sont longues, beaucoup de dialogue. Donc pour un comédien, je peux comprendre, c'est quand même peut-être plus satisfaisant de jouer ce genre de rôle-là. Voilà, et partons d'Américains qui viennent jouer au Canada pour parler de Canadiens qui jouent ailleurs dans le monde. Les Crimes du futur, de Crimes of Future de David Cronenberg. Le célèbre réalisateur derrière The Fly, History of Violence, c'est à peu près, je pense que c'est son 22e film. Fait que 19 autres films que vous pouvez avoir en tête. Ça met en vedette Viggo Mortensen, qui est un peu son nouveau... son acteur fétiche. Son nouvel acteur fétiche, ils ont fait 4-5 films ensemble, je pense. Léa Seydoux, Kristen Stewart et Scott Speedman, qui de mémoire aussi est un autre Canadien. On flirte avec l'horreur et le suspense ici, surtout le body horror, là, pas horreur épouvante, vous allez avoir peur, là, plus des affaires un peu dégueu. On est dans science-fiction aussi. On est dans un futur, effectivement, où le corps humain commence à évoluer. Fait que
il y a des gens qui vont avoir des nouveaux organes qui vont se créer et surtout les gens ont perdu la douleur. Et quelques personnes, dont le personnage de Viggo Mortensen, ressentent encore la douleur. Et là, nous, on nage plus dans un monde d'artistes, comment on appelle ça, donc... de performance, c'est ça. Des artistes qui font juste livrer une performance physique ou humaine. Fait que lui, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire enlever des organes, il va se faire des chirurgies devant tout le monde. Et dans cet univers-là aussi, comme les gens ont plus de douleur ou très peu de sensations, c'est comme si la chirurgie est rendue la nouvelle forme de sexualité. Fait qu'on est dans les thèmes de Cronenberg qu'on voit souvent, là, l'horreur, le corps, les fluides. Exactement. Au travers de tout ça, les protagonistes vont être mêlés à une espèce de... un peu d'enquête, là, justement, sur un genre de nouvelle secte un peu qui veut accepter le changement du corps humain, alors que d'un autre côté, on veut commencer à réguler ça. On est vraiment à la croisée de... OK, les gens commencent à changer. Est-ce qu'on veut refuser ça ou on veut accepter ça? À noter que c'est un retour au genre pour Cronenberg. Son dernier film de genre-là remonte quand même à 1999 avec Existence, qui met en vedette Jude Law. Et ça faisait quand même aussi quelques années qu'il n'avait pas tourné. Je pense pas loin de 10 ans, je pense, son dernier film. Je pense que c'est Maps to the Star, puis ça fait 8 ans. 8 ans, donc quand même. Évidemment, le film avait été projeté à Cannes, faisait partie de la compétition, film qui avait divisé. Certains avaient crié au génie, d'autres avaient quitté en pleine projection. Donc moi, je m'attendais à tout. Et je dois dire d'avant, je ne suis pas le plus grand fan de David Cronenberg. Mes films que j'apprécie le plus de lui sont ses plus commerciaux, comme The Fly, entre autres. Ce vieux film de 86 que j'aime encore. Donc, je suis moins dans sa mouvance Crash et Dead Ringers et tout ça, ces films qui provoquent un peu. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement. Parce qu'on a eu la chance de le voir, toi et moi. Et c'est quand même moins pire visuellement, là. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques séquences qui branle un petit peu, là. Faut pas avoir le cœur sensible. Au pire, on détourne le regard. Mais je m'attendais à quelque chose de plus trash, honnêtement. Donc, c'est assez accessible quand même. Ouais, je trouve que c'est quand même l'espèce de justement, de body horror, là, d'horreur corporelle, est au service du récit. Et non pas juste pour vous satisfaire ou écœurer les gens. Et on n'en abuse pas trop, justement. Non, c'est ça. Et c'est très bien fait. Beaucoup d'effets quand même pratiques, là, probablement avec des prothèses puis des choses comme ça, fait que des fausses incisions, des affaires comme ça. Mais c'est super cool de voir. Moi, je partage ton appréhension aussi. Moi aussi, j'ai pas vu beaucoup de ces films, mais je savais pas quoi m'attendre vu que les critiques étaient divisées comme ça. Puis j'étais comme non, j'avais pas envie de sortir au milieu du film là. J'aimais vraiment ça. Les premiers dialogues ont beaucoup d'exposition dedans, je trouve, pour qu'on comprenne. Mais c'est vrai que si nous l'avait montré en image, ça aurait été très long, là, parce que le film est à peu près 1h40, fait que c'est très raisonnable comme durée, puis probablement qu'ils voulaient pas aller dans le 2 heures en montrant tout l'historique des gens, fait qu'ils font un peu se le dire, là, ça donne des fois des dialogues... C'est un peu absurde que tu me dises quelque chose que je sais, mais on comprend que tu le dis pour le spectateur. Ouais. Là, fait que, bref. Mais après le premier échange, ça devient plus concret, puis on tombe plus dans découvrir avec eux ce qui se passe. Le personnage de Scott Speedman est quand même très intriguant, justement, là, avec ses bartendes, puis des trucs comme ça. Fait que j'ai beaucoup aimé où ça en allait. Justement, je pensais qu'on serait juste dans l'espèce de sexualité et tout, mais non, il y a vraiment une intrigue au travers de ça. Fait que c'est juste le temps qu'on comprenne les codes du futur où ils sont rendus. Puis avec ça, tu sais, même eux sont comme pas confortables où ils sont finalement parce qu'ils sont dans une espèce de phase de transition, pas comme des films à la, tu sais, le 5e élément que c'est comme, non, c'est comme ça, les chars volent, tout le monde est habitué, il y a des trucs, c'est comme, bon, il y a des gens qui ont des mutations, mais pas d'autres, mais ils ont pas des super pouvoirs, ils ont juste comme des organes, des espèces de tumeurs qui se transforment en des trucs, fait que c'est ça. J'imagine qu'il y a un pan qui est comme des bureaucrates bien normaux, c'est juste que nous, on est dans une faune plus particulière, si on veut, là, dans un milieu très artistique. Ça a été tourné en Grèce, fait qu'on voit que dans le film, je trouve qu'il a l'air de faire chaud, c'est cool d'avoir des vieux bâtiments plus usés, là. Tout a l'air un peu en décrépitude, mais les gens sont comme
normaux là-dedans un peu, mais il y a beaucoup, tu vois que la sexualité est partout, là, les gens dans les rues, se font des incisions sur la peau comme pour genre s'exciter avec ça et tout. Il y a beaucoup de métaphores dans le film, évidemment tout ça autour de la relation avec la sexualité, mais aussi le végétariat et tout ça. Oui, donc il y a quand même une critique assez intéressante. Les comédiens sont vraiment tous très bons, et même Kristen Stewart un genre de personnage un peu étrange. Puis fasciné par la vedette, mais qui essaie d'être professionnel là-dedans, mais tout le monde est mystérieux dans ce film-là. Fait que c'est ça qui est très intéressant, mais le ton est pas lourd. Fait que, moi, au final, c'est pas un film parfait, mais j'ai vraiment aimé cette expérience comme déroutante, mais pas choquante, pas traumatisante. C'est ça, on dirait que si vous avez envie d'être comme déraciné là, le temps d'une vue, c'est une très belle offrande pour ça. À noter que le film était quand même longtemps en gestation, devait être tourné à l'origine en 2003. Ah ouais, ok. Donc c'était Ralph Fiennes qui devait jouer dedans. Ah, ça aurait bien fait aussi. Oui, c'est ça. Mais finalement, Cronenberg a comme abandonné le projet. Là. Je pense qu'il s'en était juste lassé un petit peu, puis finalement, il est revenu. Et plus récemment, c'était Natalie Portman qui devait incarner le personnage de Léa Seydoux. OK. Mais elle avait déjà un certain contrat avec Marvel et pour revenir dans le nouveau Thor, Love and Thunder, alors elle n'a pas pu participer au tournage. Donc, Seydoux a pris son personnage qui, elle, devait incarner celui de Kristen Stewart. Alors, ça a été comme une chaise musicale, finalement. Et que Kristen est arrivée par après. Ça. Mais voilà, pour Les Crimes du futur. Autre sortie, quelques films plutôt limités, mais il y a, j'ai noté, le documentaire Mon père et sa mélancolie de Xiao Dan-hee, qui est le portrait de Sean Gren-hee, qui est un Tibétain de 82 ans, qui est un rare descendant de la minorité Naxi, qui est comme dépositaire du dernier alphabet par pictogramme encore en usage dans le monde. Fait que c'est un court documentaire, je pense, d'à peu près 70 minutes, mais c'est vraiment comme une sensibilité sur les cultures puis les traditions étrangères, puis la fascination de... C'était le seul à te souvenir d'une langue. Fait que même sa famille puis du monde autour sont comme, tu sais, t'es-tu fâché ou déçu que nous, on n'ait pas appris cette langue-là? Puis il est comme, non, je sais qu'au fond de toi, ça vit, fait que c'est correct, mais fait que c'est pour ça que le titre est très frappant pour ça. Mon père et sa mélancolie, d'être un peu le dernier, le seul avec ça, puis qui est comme, je pense qu'il réalise qu'il est un peu trop tard pour qu'il y ait une passation de ces connaissances-là et tout. Fait que... c'est original comme sujet. Très fascinant pour ça. Et c'est pas mal ça. Là, les autres films ont l'air un petit peu trop limités pour que j'ai eu le temps de m'en informer. La semaine prochaine, le monde du blockbuster continue. Les Américains assaillissent les écrans avec les dinosaures de Jurassic World Dominion, Monde Jurassique, la domination, qui est plus long que les autres. Fait qu'on a hâte de voir le genre de 20-25 minutes de plus. Qu'est-ce que ça va donner? Avec tous les personnages qu'on voit dans le film, parce qu'évidemment, on ramène les comédiens de la trilogie originale. Donc, il fallait que ce soit un long film. Ouais, faut qu'il y ait du temps d'écran. Puis, c'est Colin Trevorrow, lui, qui avait fait le premier Monde Jurassique, qui est de retour aux commandes. D'ailleurs, nous, on s'en reparle vendredi prochain, mais probablement que dès le jeudi soir, là, il doit y avoir des visionnements à votre cinéma favori. Pour nous contacter, d'ici là, écrivez-nous au balado au singulier à commercial-monciné.ca et restez à l'affût pour écouter le spécial de Babysitter, comme on vous a dit. On vous invite, comme d'habitude, à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori, justement. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, on vous souhaite du bon cinéma et du bon popcorn.